sérieux une minute pour dire que la genèse de ce livre, eh bien, il y a 3 ans à Anschalde, l'équipe de Chôme Actif m'avait demandé d'animer un séminaire pour savoir où est-ce qu'on pouvait aller, quelles pistes de réflexion, de travail. Et j'avais fait à la fin de ce séminaire plusieurs recommandations, dont un livre. Et finalement, le conseil d'administration, 1 an plus tard, m'a dit oui, l'idée du livre nous intéresse. Donc voilà comment je suis revenu sur cette histoire. Donc voilà la genèse. Mais je voulais faire un petit peu une petite présentation humoristique de nos invités. Et je reviendrai tout à l'heure, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, aussi, sur le même schéma. Non, parce que, quand même, c'est scandaleux, parce que le parachutage, partout le parachutage. Un exemple, Yves Guédon, encore un politique, vice-président du conseil régional, qu'on retrouve co-président de Chôme Actif. Vous voyez? Eh oui. Et alors, Jean-Paul Baratin, alors il nous écrit, Jean-Paul Baratin, dans son livre, pendant 20 ans, j'étais responsable d'une PME. On ne sait pas si c'est une grosse, une petite, il nous le dira peut-être. Responsable, je ne sais pas si c'est PDG, il n'a pas osé le dire. Bon, il revient de loin, parce qu'ensuite, eh bien après, il a été le directeur de Chôme Actif. Et il part à la retraite. Il aurait pu tranquillement se couler les pieds en éventail dans son jardin et tout. Eh bien non, c'est qu'il maintenant, il assume la charge de la coprésidence, puisque voilà, vous avez les 2 coprésidents de Chôme Actif. Alors, ce sont des individus quand même assez dangereux, je vous mets en garde. Ils auraient volé une petite cuillère aux Fouquettes qu'ils ont investi il y a quelques années. Voilà, maintenant je laisse parler temps, travail, argent. Une petite cuillère en argent d'ailleurs. Donc, effectivement, Chôme Actif a souhaité écrire un livre pour faire un bilan un petit peu de son action de 30 ans et se dire, et demain, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et on a souhaité commencer sur cette formule qui est la devise de Chôme Actif, mais aussi du Mouvement national des chômeurs et précaires, la fédération à laquelle on appartient. Cette formule, c'est temps, travail, argent, changeons les règles. Je pense que les inventeurs de cette formule, il y a 30 ans, puisque le MNCP a 30 ans aussi, ne devaient pas imaginer à quel point ils étaient visionnaires quand ils l'avaient choisi. Il y a 30 ans, l'idée d'éradiquer le chômage qui commençait à grossir, c'était une chose qui semblait assez simple. Il y avait des emplois, on pouvait en créer un peu plus, c'était pas impossible. D'ailleurs, c'était l'idée originelle, je dirais. Si tout le monde s'y met, on va trouver du travail pour tout le monde. Or, depuis 30 ans, la situation n'a pas cessé de se dégrader. On pourra vous donner quelques chiffres tout à l'heure si vous voulez. Et nous voyons bien que ces choix politiques qui ont été faits sur ces 3 thèmes, temps, travail, argent, ont fait que ça s'est fait au détriment de nombreux salariés et qui sont aujourd'hui devenus chômeurs ou travailleurs précaires. Donc on a souhaité commencer par explorer un petit peu ce qu'étaient ces items, parce que finalement, le temps, c'est quoi le temps? Quand on s'interroge, c'est pas si facile que ça à définir. Le temps, c'est quelque chose qui est relatif aux choses qui passent. Mais il faut bien distinguer le temps et la durée. La durée, c'est entre 2 instants, ça se mesure. Le temps, ça ne se mesure pas vraiment. Et il y a une inégalité fondamentale dans le rapport au temps de chaque personne. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont extrêmement pressés, stressés, obligés d'être rapides, branchés à l'Internet ou à autre chose. Et puis d'autres qui sont condamnés à la lenteur, à voir le temps s'écouler doucement et tuer le temps. Et ces gens qui sont obligés de tuer le temps, ce n'est pas forcément des personnes qui ont rêvé d'être inactives. Bon, ça peut être effectivement des personnes en fin de vie,
mais il y a des personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie et qui sont obligées de tuer le temps. Et c'est vraiment une injustice dans la répartition du temps, ceux pour qui le temps est inutile, et puis ceux qui vivent un émiettement de leur vie, et ceux qui vivent un émiettement de leur vie du fait de la rapidité à laquelle ça se passe. En fait, le temps en soi n'existe pas. Le temps, c'est une invention sociale, c'est une construction sociale. Dans les sociétés primitives, le temps est circulaire, c'est le temps des saisons. Dans les sociétés à dominante religieuse, le temps est linéaire, progressif. C'est le pouvoir temporel des religieux qui le définit, ce temps. On peut penser d'ailleurs aux règles monastiques avec ces sonneries, etc. Ou dans les pays musulmans, le muezzin. Voilà. Le temps, c'est pour les capitalistes, c'est le temps productif, c'est le temps de travail. Ah, tiens, nous y voilà au temps de travail. On va en parler un petit peu plus loin. Et puis, bon, il y a le temps de la consommation aussi. Hein. On est dans une société de consommation. Et dans notre société actuelle, les repères temporels se brouillent et se diluent parce que il n'y a pas si longtemps, en fait, le temps d'une vie, c'était trois grands pôles. Hein. C'était la jeunesse et la formation, la maturité et le travail, et puis la vieillesse et la retraite. Or, ben voilà, nous on est à la retraite, mais on n'est pas vieux. Hein. On fait encore des choses, et des choses qui sont productives. Donc le temps, c'est un moyen d'organisation du social, et dans la société industrielle, cet ordre social, c'est organisé autour du temps de travail. Chez Friedman comme chez Marx, la mécanisation industrielle de la production entraîne une mécanisation du temps, une accession du temps au rôle d'organisateur, de déterminateur et d'évaluation du travail et du social. Finalement, c'est une déshumanisation, puisque tout tourne autour de la production. Maintenant, aujourd'hui, dans notre société, on est dans une société de connexion, on a changé d'échelle dans nos rapports au temps, le temps est encore en train de devenir plus inhumain, parce que il y a un processus technique qui nous accapare de plus en plus, on a du mal à se débrancher, enfin pour certains, c'est les emails en permanence, le téléphone, les chaînes d'infos continues, etc., etc. Voilà un petit peu pour brosser ce que représente le temps. Alors le travail, puisque c'est notre deuxième item, le travail, c'est l'activité humaine qui permet de faire une production, une création, un entretien de quelque chose, c'est un travail manuel ou intellectuel. En fait, c'est l'ensemble des activités par lesquelles l'homme satisfait à ses besoins, les besoins de la société, on pourrait nuancer, et en fait agit sur la réalité qui l'entoure. Le travail, c'est pas seulement celui qui est salarié ou celui qui procure de l'argent, c'est aussi l'activité productrice des travailleurs. Elle concerne aussi les gens qui sont bénévoles, les gens qui sont retraités, les mères de famille. En droit, la femme au foyer qui ne travaille pas, on dit qu'elle travaille en industrie. C'est-à-dire que là, l'industrie, c'est le ménage, mais on reconnaît qu'elle fait un travail dans le ménage. En fait, c'est vraiment toutes les productions humaines qui vont contribuer à enrichir la société. Le retraité qui garde son petit-fils et qui va lui lire des histoires, il participe à la formation et à l'éducation de son petit-fils, et donc il produit, il fournit un certain travail. Alors Dominique Méda
nous dit que en fait, la notion historique, la notion du travail, elle est historique, et que le terme actuel est en fait un mélange de différentes définitions qui ont été déterminées au cours des siècles. Donc le travail comme facteur de production, hein, c'est avant le XVIIIe siècle. Le travail essence de l'homme, alors ça c'est début du XIXe siècle, hein, le travail, c'est une activité consciente qui va transformer ce qu'on est, ce qui est autour de nous. C'est la conscience qui agit sur le monde, donc ça c'est le XIXe siècle. Et puis fin 19e, début 20e, le travail comme pivot de la distribution des revenus, des droits et des protections. C'est les caractéristiques de la société salariale qu'on a bien connue et qui est en train de s'effilocher jour après jour. Donc ces dimensions peuvent être contradictoires, mais elles coexistent et elles fondent la diversité des interprétations du travail et toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à définir ce qu'est le travail. Donc le travail, il est reconnu par la Charte des Nations Unies, hein, la Déclaration des droits de l'homme, toute personne a droit au travail. Or, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont exclues du travail. Pour donner un chiffre sur le bassin de Clermont, hein, le bassin d'emploi de Clermont, hein, qui est plus grand que la communauté, il y a 35 000 travailleurs précaires ou chômeurs pour 178 000 actifs. Ce qui est loin des 10% dont on nous rabâche sans cesse les oreilles. On est à presque 20% des actifs, hein, qui sont en travail précaire ou au chômage. Sur notre bassin d'emploi de Clermont, qui est un bassin d'emploi relativement préservé, parce que si on va à Thiers, c'est autre chose. Alors on entend souvent parler des emplois non pourvus. Alors ça c'est un mythe, ça n'existe pas les emplois non pourvus, il y en a très peu. Pour Pôle emploi, les emplois non pourvus c'est 3% des offres d'emploi qui sont déposées à Pôle emploi. Voilà. Donc ce mythe, ce gisement d'emploi qui serait disponible, on entend des chiffres les plus farfelus, 1 million, non, il n'existe pas, hein, c'est clair. Aujourd'hui, il manque environ 3 millions d'emplois en France. Et pourquoi il manque ces emplois? C'est parce que pour qu'un emploi soit créé, il faut qu'il génère du profit. C'est souvent présenté comme une vérité économique et pourtant c'est faux parce que dans cet axiome on ne tient pas compte de deux facteurs. Un chômeur ou une personne en précarité coûte cher à la collectivité. ATD Carmonde qui est en train de monter une expérimentation pour les chômeurs de longue durée l'a chiffré entre 15 000 et 20 000 euros par an, hors indemnité chômage. C'est-à-dire que une personne en précarité ou au chômage, d'abord elle va consommer plus de soins médicaux, il va y avoir des gens qui vont s'occuper d'elle, assistantes sociales, ils vont bénéficier d'aides diverses parce qu'ils ont peu ou pas de revenus, parce qu'il y a quand même environ 50% seulement des chômeurs qui sont indemnisés et il y en a qui sont indemnisés mais à des taux très très faibles. Donc un chômeur ou une personne en précarité coûte très cher à la société. Et la deuxième chose dont on ne tient pas compte, c'est que toute personne qui a une activité va produire quelque chose et va produire quelque chose qui va créer de la richesse pour l'ensemble de la société. Et donc ces deux choses-là, et toute personne qui va travailler de façon salariée, elle va cotiser, hein, par exemple, mais si elle travaille bénévolement, elle va aussi rapporter des choses à la société. Il faut aussi noter que par rapport au travail, dans le cadre du salariat,
avant, quand on travaillait, c'est parce qu'on avait un métier. Or, aujourd'hui, le terme de métier a complètement disparu. On est employé, on n'a plus un métier. Et le mal-être au travail, c'est souvent une contradiction entre le désir de la personne de faire correctement son métier, de bien faire son métier, alors que la personne qui va la manager lui demande de respecter son emploi et de générer des profits rapidement pour la personne qui l'emploie. Donc voilà un petit peu autour du travail ce qui est les petites réflexions qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors, le temps et le travail, ça nous amène au temps de travail. Le temps de travail a beaucoup baissé depuis 1830. Il a été divisé par 2 environ. On est passé de 3040 heures annuelles à 1387. Mais malgré les législations, 10% des salariés des pays développés travaillent plus de 50 heures par semaine. Et en France, 39% des travailleurs indépendants travaillent plus de 60 heures par semaine. Les chiffres que je vous donne, tous les chiffres que je vous donne, c'est tiré d'alternatives économiques. C'est bien de préciser, parce que ce n'est pas des chiffres qui tombent du ciel, ou sauf les chiffres sur le chômage, c'est les chiffres de l'Observatoire des emplois de Pôle emploi. Voilà. Donc, le temps de travail, il est extrêmement important parce qu'il structure notre société, mais en même temps, il va, suivant les personnes, il va être plus ou moins long. Et depuis 15 ans, avec l'impact de toutes les technologies qu'on est obligé d'utiliser, la notion de temps de travail n'a plus de sens. De plus en plus, il y a du temps hors travail, hors temps de travail, qui exerce une influence déterminante sur l'activité de la personne. C'est les mails qu'on reçoit le soir, la nuit, etc. Le téléphone, où on est toujours branché, voilà. Donc, et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une robotisation importante de la société qui est en marche. De plus en plus de domaines, même ceux auxquels on ne pensait pas, comme par exemple les journalistes, puisque maintenant il y a des robots qui écrivent des brèves ou qui font des comptes rendus de matchs sportifs bien mieux que les journalistes, puisqu'ils peuvent analyser des tas de données. Donc la robotisation est en train de manger nombre d'emplois. Il n'y a pas d'emploi, d'emploi qui se crée pour compenser ceux qui disparaissent. Et il faut donc, par rapport à la réduction, à la disparition à terme du travail, il faut se résoudre à réadapter le discours politique et l'ordre social avec les dynamiques nouvelles qui nous entourent. Et donc il faut vraiment mettre fin à ce retard qu'on constate partout, c'est-à-dire la dominance qui est due à la dominance des idéologies axées sur le travail. Les libéraux ou les politiques ne cessent de rappeler qu'il y a du travail, il faut y aller, et il faut créer son entreprise, etc. Donc les politiques ont une idéologie complètement obsolète par rapport au travail. Et puis secondée par les médias qui sont aux mains des mêmes libéraux, pour la plupart, et qui amenuisent le rôle qui pourrait être tenu par les intellectuels sur des gens comme les économistes atterrés ou Dominique Méda et j'en passe des meilleurs, qui pourraient effectivement éclairer les Français sur ces problématiques. Ils sont absents des écrans télé. Par contre, effectivement, c'est plus facile de stigmatiser ceux qui n'ont pas de travail que de trouver de nouvelles solutions. Donc voilà un petit peu, depuis 30 ans,
ce qu'on essayait de faire par rapport au temps et au travail, et la tâche pour demain, elle est encore plus ardue. Voilà. Donc je vais passer le micro à Yves, qui va nous parler un petit peu du troisième item, qui est l'argent. Alors, Jean-Paul nous a présenté donc le travail comme une notion finalement qui change de manière historique, hein, on l'a vu au niveau de l'histoire. Le temps qui, bien sûr, est très différent selon que l'on est actif ou aujourd'hui au chômage. Moi, je veux parler en fait de l'argent aujourd'hui. L'argent et les revenus à chômage actif a toujours été une constante de nos priorités depuis 30 ans à chômage actif. Tout d'abord, l'argent, bien sûr, il en faut, déjà pour améliorer la vie de tous les jours des personnes les plus fragilisées par la crise, et aussi, de l'argent, il en faut quand on ne trouve pas d'emploi, quand on essaye de créer son propre emploi, eh bien, il faut aussi de l'argent. Alors, pour améliorer la vie de tous les jours, Chômage Actif a toujours défendu, en effet, toutes les mesures qui permettaient d'améliorer la vie de tous les jours des personnes fragilisées par la crise, des personnes au chômage ou en précarité. Dès 1988, Chômage Actif défendait, en effet, l'instauration du RMI. Ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, peut-être, mais oui. En 86-87, au moment où Chômage Actif se créait, beaucoup de gens étaient dehors, et il y avait à l'époque, au dehors, dans le sens où ils n'avaient pas d'autre possibilité, souvent, pour les plus pauvres, d'aller faire les poubelles. À cette époque-là, on voyait des gens faire les poubelles parce qu'il n'y avait aucun filet de sécurité. Le RMI a été mis en place en 88, pardon. À l'époque, c'était le gouvernement Rocard, dans socialiste, qui a mis en place donc le RMI. C'était à l'époque, en effet, des nouveaux pauvres, on en parlait à l'époque, les nouveaux pauvres. La bataille était menée aussi au sein de chez nous par Maurice Paga qui créait le premier syndicat des chômeurs, auquel Chômage Actif venait d'adhérer. Et c'est vrai qu'à l'époque, le nombre de chômeurs était encore, il était déjà important, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Environ 2 millions de chômeurs. Aujourd'hui, on est à 6,5 millions si on compte tous les chômeurs et précaires. Mais par rapport à aujourd'hui, il y avait très peu de personnes qui cumulaient un emploi et un petit boulot. Depuis 20 ans, en effet, les petits boulots se sont énormément accrus. À l'époque, je dirais, on était pratiquement beaucoup chômeurs à plein temps. Donc, le 1er décembre 1988, donc, le gouvernement socialiste, présidé par Michel Rocard, met en place le RMI. Il matérialisait le droit d'obtenir un moyen convenable d'existence pour toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouvait dans la capacité de travailler. C'est le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, reconnue par la Constitution du 4 octobre 1958. Le législateur avait pris soin de préciser que le revenu minimum d'insertion constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté. En contrepartie de RMI, les allocataires devaient, en principe, s'engager par un contrat d'insertion, à participer à des actions ou activités nécessaires à leur insertion sociale ou professionnelle. Je dis bien en principe, parce qu'à l'époque, ce n'était pas une vraie obligation, contrairement à aujourd'hui, qui est une obligation assortie de sanctions. C'était surtout vu comme une nécessité pour permettre à des personnes de retrouver du lien et de participer à la vie sociale et professionnelle. Il y a quand même une petite différence avec aujourd'hui. Et c'est à la même époque que se crée également la CMU, puisque beaucoup de gens, à l'époque, encore aujourd'hui, mais encore à l'époque peut-être plus qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de CMU, il n'y avait pas de RMI, et les gens étaient livrés à eux-mêmes. Nous avons été aussi pour la création à l'époque de contrats aidés, oui, parce que nous pensions qu'il valait mieux encore travailler un minimum de temps pour permettre justement d'avoir du lien et de participer à la vie sociale et professionnelle. Par contre, dès cette époque-là, c'était l'époque des TUC, pour ceux qui s'en rappellent, des travaux d'utilité collectif. Dès cette époque-là, on déplorait que les revenus que ces contrats apportaient aux allocataires étaient très nettement insuffisants pour vivre normalement. À l'époque, on disait, on achète
quand on va chez à la boucherie, pardon, on n'achète pas un demi-beefsteak. Puisque je vous rappelle qu'à l'époque, c'était un demi-SMIC. Donc les gens travaillaient, comme aujourd'hui, les contrats aidés, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, on travaillait donc pour un demi-SMIC, et les gens disaient, mais quand je vais à la boucherie, je ne vais pas demander un demi-beefsteak. Donc Chaumatif, de cette époque-là, critique ces contrats, notamment par rapport aux revenus qui étaient insuffisants, mais pas uniquement pour cette raison. Donc, dès le début, pratiquement, de Désistance, on critiquait aussi, parce qu'on voyait se développer très vite après, par la suite, la précarité de l'emploi qui grandissait, parce qu'après les TUC, sont venus bien d'autres, disons, contrats aidés. Après, bien sûr, il y a eu les CES, bien sûr, les QI, les CIE, les emplois jeunes, voilà. Toute la masse de petits boulots qui est venue pour essayer de faire en sorte que les personnes travaillent un minimum. À Chaumatif, à l'époque-là, dans les années 90, je me souviens encore d'une grève des PTT, où la direction des PTT était venue nous demander à Chaumatif si on ne pouvait pas leur apporter des personnes qui pourraient remplacer les grévistes. Naturellement, Chaumatif, on a tout de suite dit non, il n'est pas question d'aller remplacer les grévistes. Et naturellement, aujourd'hui, la loi El Khomri ne fait finalement que généraliser cette précarité de l'emploi qui a commencé à augmenter d'année en année pour arriver aujourd'hui à 3 200 000 personnes qui vivent de CDD. Certains ont des CDD quelques heures par semaine, et les CDD des fois de quelques semaines, quelques mois. Lorsque nous avons créé le Biojardin, j'en reviendrai après, parce que le Biojardin a été créé à l'initiative de Chaumatif, nous refusions que l'entreprise Biojardin embauche uniquement des contrats en CES, à mi-temps. Nous, on réclamait des contrats à temps plein. Bien sûr, pour les gens qui voulaient faire volontairement du travail temps partiel, c'était différent. Mais comme ce n'était pas la majorité des gens, loin s'en faut, on disait, si les gens travaillent, les gens méritent d'avoir un travail à temps plein. Et on s'est battu dans les années 95-96, au moment de la création de Biojardin, on s'est battu à Chaumatif pour dire, on ne voudra pas accepter très longtemps les chantiers d'insertion. On n'était pas contre. Mais on ne voulait pas les chantiers d'insertion pour Biojardin qui crée des emplois à mi-temps, pour un revenu à mi-temps. Le mi-temps travailler avec un revenu correspondant, permettant de vivre, bien sûr que nous sommes pour, mais aujourd'hui on ne peut pas travailler à mi-temps et gagner à mi-temps. Encore une fois, on ne peut pas acheter un beefsteak un demi-beefsteak. Et on s'est battu pendant 3 ans, comme ça, avec la direction du travail. Et finalement, au bout de 3 ans de bagarre, on a obtenu de passer entreprise d'insertion. Ça permettait d'avoir des travaux, des emplois à temps plein, et au minimum payés au SMIC. Le SMIC, c'est quand même le droit du travail, c'est le minimum normalement qu'on doit pouvoir avoir quand on travaille. Nous nous sommes battus aussi après, un peu plus tard, toujours pour améliorer la vie quotidienne des personnes. On s'est battu aussi, toujours dans le cadre d'avoir de l'argent minimum pour vivre, un revenu minimum pour vivre. Quand on ne pouvait pas obtenir un minimum pour vivre, on demandait au moins que les tarifs, par exemple pour les transports, soient réduits pour les personnes, notamment les chômeurs et précaires, de manière à ce qu'ils puissent circuler librement, comme tout un chacun. Nous, on ne voulait pas se suffire uniquement à des tarifs réduits, en plus avec un ticket, souvent c'était un ticket à l'époque, c'était un ticket rouge, où on stigmatisait les chômeurs quand ils allaient prendre le bus, avec leur petit ticket pour les chômeurs. On disait non, c'est le droit commun, les gens ont droit à un ticket comme tout le monde, mais payés moins cher, puisque forcément, ils ont moins de revenus. Ça a été la grande bagarre, je ne sais pas, pour certains probablement dans la salle s'en rappellent, la grande bagarre notamment lors du mouvement des chômeurs en 97-98. On avait commencé déjà 2-3 ans avant à commencer à occuper des bus en réclamant des tarifs spécifiques pour les chômeurs et précaires. Jusqu'à ce jour, il n'y avait rien. Les chômeurs et précaires, à part quelques petits tickets qu'ils obtenaient de manière réduite
pour aller à une convocation, par exemple, à un employeur, pour aller chercher du travail, mais en dehors de ça, il devait prendre un ticket avec un prix normal pour tout le monde. On a obtenu finalement, avec plusieurs bagarres, notamment après avoir passé 2 mois et demi sous la tente, et après dans un petit chalet en bois qu'on avait construit nous-mêmes, on est resté 2 mois et demi l'hiver sous la tente et dans le petit chalet en bois, pour demander fortement, notamment, ces tarifs gratuits ou presque gratuits pour les gens qui disposaient de revenus très faibles. Ce mouvement était un mouvement international, puisqu'il se passait pratiquement dans toutes les villes. Eh bien, on a obtenu, après 3 mois, un tarif enfin réduit de 90% de réduction pour les tarifs de transport en commun sur Clermont-Ferrand, et puis peu à peu, progressivement, sur l'ensemble de l'agglomération, qui aujourd'hui s'est transformée. Ça a été encore, on a suivi, disons, ces tickets, si on peut dire, enfin pour les transports réduits, on l'a suivi longtemps après, parce qu'on a toujours négocié avec la T2C, et depuis maintenant 2 ans, depuis 2015, on a pris en compte également, non seulement les personnes qui sont réduites au chômage, mais aussi les descendants, en prenant en compte notamment les coefficients familiaux. Aujourd'hui, il y a 3 tarifs qui correspondent à 92% de réduction, 80% de réduction et 50% de réduction, en prenant en compte les coefficients familiaux. Mais tout ça, vous voyez, c'est une bagarre qui a duré 10 ans. Et puis en 2004, ça fait déjà longtemps qu'on demandait aussi que ces tickets presque gratuits ou réductions importantes pour les chômeurs précaires soient valables aussi pour les TER régionaux, les TER en Auvergne. Ben, il a fallu 10 ans. En 2004, lorsqu'il y a eu un changement de majorité au niveau de la région, on a porté notre revendication au niveau de la nouvelle majorité et on a obtenu 80% de réduction pour les TER de l'Auvergne. Vous voyez, ça a été tout un combat qui a été mené. Et aujourd'hui, on a un peu de peine, des fois, à faire comprendre, notamment aux plus jeunes, que tout ça, c'est issu d'un combat véritable. Alors, on ne gagne pas toujours, mais des fois, on gagne. Et encore une fois, ça n'a jamais été remis en cause. Je rappelle qu'aujourd'hui, avec la grande région qu'on a, Auvergne-Rhône-Alpes, il va falloir combattre et demander que l'Auvergne aussi bénéficient des mêmes tarifs qu'en région Rhône-Alpes, où ils ont 90% de réduction sur les TER. Il va falloir qu'on s'aligne par le haut. Il n'y a aucune raison. Alors, on demande également, mais pas seulement un chemin actif dans le cadre du Mouvement national des chemins des précaires, on demande aussi aujourd'hui, bien sûr, que les revenus minimums, et ça on n'a pas encore obtenu, et ça fait longtemps qu'on se bagarre pour ça. On ne peut pas vivre aujourd'hui avec 500 €, voire moins, par mois. Quelqu'un me disait il y a quelque temps, et c'est pas très ancien, qu'avec le RSA, il lui restait 3 € par jour pour pouvoir manger, les produits d'entretien et de toilette. Comment on peut vivre avec 500 € et des fois moins? D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont retraités, ou qui sont pré-retraite, qui gagnent extrêmement peu également, vous voyez? C'est des millions de personnes aujourd'hui qui gagnent moins de 500 €. C'est pas quelques milliers, des millions en France. Et probablement aussi des milliers dans notre région Auvergne. Donc c'est pour ça que nous demandons depuis longtemps que un relèvement immédiat sans attendre, des minima sociaux de 250 € par mois. C'est-à-dire que tout le monde ait au moins, vous vous rendez compte, c'est pas beaucoup, 750 € tout de suite. On a une étude ministérielle, parce qu'on vous en parlera tout à l'heure, on est présent aussi dans le cadre du Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion. On a 2 personnes de chez nous qui vont à Paris tous les mois, avec d'autres bien sûr, dans un collège, pour pouvoir participer justement à des réflexions, à des débats d'un niveau ministériel. Et on a eu un rapport il n'y a pas tellement longtemps de cette commission nationale, des experts qui nous ont dit finalement qu'aujourd'hui, ils ont fait une étude, qu'aujourd'hui, pour vivre correctement,
c'est un minimum de 1460 € par mois net, par personne. Vous voyez qu'on en est encore extrêmement loin de ça. Donc on demande bien sûr un relèvement immédiat des minima sociaux. On demande aussi que, normalement, aucun revenu doit être inférieur au seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a 9 millions de personnes en France qui gagnent moins de 977 € par personne et par mois. Dans un pays qui est la 6e puissance économique du monde. Alors que, pour donner un exemple, dans notre région, le PDG de Sanofi, on a fait un calcul, il lui faut 9 minutes pour gagner le SMIC. Le PDG de Michelin, il lui faut 1h08 minutes pour gagner un SMIC. Toutes les heures et 8 minutes, il gagne un SMIC. Aujourd'hui, l'allocataire du RSA, il lui faut 66 jours. Vous voyez un peu les disparités comme elles sont, c'est gigantesque. Et ça rejoint ce qu'on sait tous. Beaucoup, 86% de la population, aujourd'hui, non, je me trompe, 10% de la population gagne, récupère 86% de la richesse nationale. Et 1% de la population récupère 46% de la richesse nationale. Les disparités, comme elles sont grandes, c'est incroyable. La violence qui monte, mais naturellement la violence qui monte. Bien sûr qu'on sait qu'il ne faut pas être violent, parce que ça ne sert à rien. Le rapport de force, il ne va pas se créer comme ça, il va se créer en essayant d'établir un rapport de force avec la population, l'opinion publique. Mais en même temps, la première violence, c'est celle-là la première violence. Elle est française, européenne et mondiale. Tant qu'on n'arrivera pas à faire disparaître ces grandes disparités, la violence ne peut que monter sous différentes formes. Et elle montera forcément. Nous demandons justement aujourd'hui un nouveau système unifié d'indemnisation du chômage. Parce qu'il n'y a pas seulement le problème financier qui rentre en ligne de compte. Quand on est aujourd'hui au chômage, on passe notre temps, ou en précarité c'est pareil, c'est encore pire, on passe notre temps à se bagarrer pour aller voir telle ou telle caisse. C'est un véritable chemin de combattant, on peut dire. Plein d'obstacles. On vous renvoie d'une caisse à une autre. Parce que c'est jamais la bonne caisse. Et encore, il y a des grosses erreurs. Combien de personnes viennent nous voir et qui nous disent on nous réclame aujourd'hui 4 000 € d'addu. Alors qu'ils gagnent des fois 800 €, des fois 200 €, des fois 500 €. Aujourd'hui, c'est comme ça le marché du travail. Les gens n'ont pas un CDI. 85% aujourd'hui des embauches se font en CDD. En 30 ans, on est passé à peu près de 5% des contrats précaires à 12% aujourd'hui. Oui, si ça continue comme ça, en effet, une majorité des contrats de travail seront précaires. C'est obligé. Parce que d'année en année, ça augmente. 85% aujourd'hui des contrats de travail se font en CDD. On assiste aujourd'hui de plus en plus, on le sait bien tous, mais il faut le rappeler, à une société à 2 vitesses. C'est pas la loi El Khomri, en généralisant la précarité de l'emploi, qui va créer de l'emploi. Bien au contraire, ils veulent qu'on travaille encore plus. Donc forcément, les gens qui n'ont pas de travail travailleront encore moins. Enfin, c'est du bon sens. Les pays européens qui ont essayé depuis 10-15 ans à partir de ces politiques, ils arrivent au même résultat. La croissance reprend, mais ce n'est pas pour les précaires, c'est pour les actionnaire. Mais il y a toujours plus de précarité. L'Allemagne, en effet, de nouveau repart à la croissance. Mais comme par hasard, c'est pas par rapport à la précarité de l'emploi, c'est parce que depuis 1 an ou 2, ils commencent à augmenter le pouvoir d'achat en Allemagne. Ce qui fait redémarrer la croissance, mais la bonne croissance, c'est-à-dire la croissance avec des emplois véritables. Donc, on est pour un système d'indemnisation du chômage qui soit complètement différent par rapport à aujourd'hui et qui permette la allocation pour tous les chômeurs précaires, qui soit à la fois composé d'une partie fixe qui serait indexée sur le SMIC. Il
y aurait une partie fixe pour tout le monde, de 800-900 euros minimum pour tout le monde, au départ. Et après, une partie proportionnelle au dernier revenu du travail. Ce qui permettrait déjà d'avoir une base. On parle du revenu de base, nous on n'est pas contre forcément, mais un revenu de base déjà pour toutes les personnes qui gagnent moins de 500 euros par mois. Mais pas un revenu de base à 500 euros ou 400 euros. Un revenu de base qui soit déjà pratiquement au seuil de pauvreté. Et après, en effet, il pourrait y avoir une partie proportionnelle, aujourd'hui qu'on appelle une édique, et qui serait en effet perçue proportionnelle au dernier revenu de travail, mais qui serait perçue dès le premier jour de chômage, et non pas encore avec une carence de 15 jours ou plus. Nous demandons aussi un statut général de vie sociale et professionnelle pour tous, qui attache les droits fondamentaux à la personne et non pas à son statut dans la société. Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien, le regard sur les chômeurs, il est très stigmatisant. Il y a un rapport qui nous informe depuis ces derniers jours qu'aujourd'hui, il y a moins d'empathie pour les chômeurs et précaires qu'il y en avait il y a 20 ans en arrière. On a pratiquement doublé ou pas loin le chômage depuis 20 ans. Eh bien, il y a moins d'empathie pour les chômeurs. On a complètement imprégné dans nos têtes que le chômage, c'est un problème personnel, de formation. Les gens ne veulent pas travailler, ils ne veulent plus rien foutre. Donc, un statut général à la vie sociale et professionnelle pour tout le monde, la continuité des droits, quelle que soit la situation, quand on passe d'un revenu avec d'un travail avec un revenu à une inactivité, on devrait avoir des droits aussi. Que les droits ne s'interrompent pas subitement, comme c'est aujourd'hui. On demande également le droit à la culture pour tout le monde. On s'est battu beaucoup pour le droit des transports. Très bien. Mais pourquoi aujourd'hui les chômeurs précaires n'auraient pas le droit d'aller au spectacle? Alors certes, il y a des spectacles qui sont avantageux. Heureusement qu'il y a ça. Mais encore une fois, il faut aller mendier. Il faut aller mendier comment on appelle ça, au niveau du corps, là, les spectacles. La culture du corps. Alors tant mieux, nous-mêmes on le fait, on le gère à chemin actif, ça. Mais il faut toujours aller mendier. Et le droit à la santé, parlons-en du droit à la santé. Il y a eu la CMU, très bien, on s'est battu pour ça, il y a 25 ans. Et bien aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe. Il y a un rapport tout de suite qui sort de l'INSERM, qui a permis au Conseil économique et social et de l'environnement d'apporter un avis. Mais encore une fois, on en parle très peu. Comme si on voulait cacher les choses. Mais dans ce rapport, il est dit qu'aujourd'hui, il y a une surmortalité chez les chômeurs et précaires. Il y a 3 fois plus de mortalité aujourd'hui chez les chômeurs et précaires que chez les actifs. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Et on en parle extrêmement peu de ça. Et pourtant, c'est une réalité. On le voit, nous, au chômage actif. Tous les gens qui viennent nous voir, beaucoup qui viennent nous voir, ont des problèmes de santé aussi. Ils n'arrivent pas à se soigner. Une mutuelle, c'est extrêmement cher. Et la CMU, c'est pas tout le monde qui peut l'obtenir. Je dirais même que c'est de plus en plus compliqué de l'obtenir aujourd'hui, la CMU. Sans parler des gens qui sont obligés d'avoir un statut d'handicapé, parce qu'autrement, eh ben, ils n'auraient plus rien. Voilà, donc vous voyez, on essaye depuis 30 ans, on continue à le faire, c'est difficile, la tâche est rude, le combat est rude. On veut aussi permettre, on l'a eu fait depuis 30 ans, la création d'emplois, d'utilité sociale et écologique quand on peut le faire. On l'a fait nous-mêmes, nous, chômage actif, en créant aujourd'hui une entreprise qui marche encore, qui vole de ses propres ailes, qui s'appelle Covoiturage Auvergne. À une époque, on ne parlait pas beaucoup de covoiturage, on nous prenait un peu pour des personnes d'une autre planète. Aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a combien? Il y a 3 salariés et qui fonctionnent. Biojardin, ça a quand même été une réussite, parce qu'aujourd'hui, bon, même s'il y a eu des problèmes, il y a des problèmes dans les entreprises. Puis aujourd'hui, les entreprises sont soumises, malheureusement, aux mêmes impératifs économiques que les autres. Les entreprises solidaires. Donc, c'est pas facile non plus. Le combat est rude aussi à ce niveau-là, pour maintenir les entreprises en vie, les entreprises solidaires. On a créé, dans le Biojardin,
un tas de chômeurs actifs qui volent aujourd'hui ses propres ailes. Aujourd'hui, il y a à peu près entre 15 et 20 salariés, 15 salariés permanents, un peu plus durant l'été, 900 paniers de légumes biologiques vendus toutes les semaines dans l'agglomération clermontoise. On a été aussi à l'initiative de la première cigale, en 88, première cigale qu'on a appelée la cigale des Dômes. La cigale, c'était pour permettre de drainer l'argent des capitaux locaux vers les entreprises, la création d'entreprises locales. On a été à l'époque avec André Kurt, qui est décédé ces derniers jours, et qui fait partie de Solidarité Emploi, et avec elle, on avait créé la première cigale des Dômes. Aujourd'hui, il y en a une douzaine qui fonctionnent sur l'Auvergne. On a créé aussi, on a été aussi avec d'autres à la création du CREDIS, le collectif régional de développement d'initiatives solidaires. Collectif qui, quelques années plus tard, en 2004, au moment où la majorité a changé, la majorité de gauche a changé, je veux dire, est venue au pouvoir à la région Auvergne, qui a remplacé la majorité de droite avec Giscard d'Estaing. Et Giscard nous disait en 2003, un an avant les élections de 2004, il nous disait oh, des fonds européens pour les développements local, chez nous il n'y a pas besoin, parce qu'on avait une ligne budgétaire européenne, mais on n'a pas tant de projets. Autant vous dire qu'en 2003, quand je suis actif, on a vu ça, on a bondi. On s'occupait de personnes qui créaient leur emploi, ils n'avaient pas d'argent. Et on nous disait, bah non, chez nous il n'y a pas besoin. Les fonds de l'État, les fonds européens qui venaient de l'État, repartaient dans l'État, les caisses de l'État. Et on s'est bougé à chômage actif. Et en 2004, on a obtenu que le CREDIS gère ces fonds européens. Et le CREDIS, eh ben, depuis ce temps-là, il aide les porteurs de projets à bénéficier de fonds européens pendant 1 an pour leur permettre de partir. Nous soutenons aussi, plus récemment, aussi les monnaies locales. On soutient la monnaie locale de la Doum, parce qu'on pense qu'une monnaie locale peut permettre le développement local d'emplois, d'utilité sociale et écologique. Et nous soutenons aussi les personnes ici, le collectif, qui veulent donc, qui se battent contre la dette. La dette, parce que nous chômeurs et précaires, il faut aussi que je vous dise, on est déjà concernés par la dette. Ce que vous ne savez peut-être pas aujourd'hui, c'est que l'UNEDIC, qui indemnise les chômeurs, l'allocation de retour à l'emploi, eh bien aujourd'hui, l'UNEDIC est en déficit, forcément en déficit. Entre 2003 et aujourd'hui, le chômage a augmenté de 80%, les cotisations salariées et patronales surtout, qui abondent l'UNEDIC, elles sont pratiquement pas augmentées. Bah, forcément qu'il y a déficit. C'est obligatoire. Il y a plus de chômeurs et il y a moins de recettes. Et bien ce qu'ils font, c'est pas compliqué. L'UNEDIC va emprunter son marché financier international. Alors l'UNEDIC, il va emprunter auprès des banques privées. Les banques privées se font prêter de l'argent par la Banque européenne, pratiquement à 0%, et l'UNEDIC va payer 1,70% sur l'argent qu'elle emprunte auprès des banques privées pour pouvoir compenser aujourd'hui le déficit qui est dû notamment et beaucoup du fait qu'aujourd'hui les entreprises payent moins de cotisations sociales. Vous voyez le monde dans lequel on est, mais c'est incroyable quand on voit comment aujourd'hui on fonctionne. Alors bien sûr, nous on est aussi on est contre aujourd'hui le fait qu'on rende l'argent, notamment dans les collectivités locales, qu'on rende la dette, notamment la dette toxique. On se bat pour ça. On se bat pour que les collectivités locales, les communes, Clermont-Ferrand notamment, les départements, les régions, refusent de payer la dette qu'ils doivent. Alors que les banques se sont enrichies depuis des années sur ces emprunts. Ils ont largement été remboursés. Voilà, pour toutes ces raisons, voilà un peu ce qu'on fait à Chômage Actif depuis maintenant bientôt 30 ans. On soutient aussi, Jean-Paul l'a un peu dit tout à l'heure, on soutient aussi certaines initiatives. Par exemple, ATD Carmonde aujourd'hui a décidé de mettre en place, d'abord de manière expérimentale,
Et puis aujourd'hui, ben, il le fait de manière expérimentale, mais sur 10 départements, soutenus, c'est vrai, soutenus par le gouvernement actuel, par une loi à l'Assemblée nationale. Vous voyez, quand c'est positif, on soutient. C'est pas le problème pour nous. Alors, ils soutiennent notamment les dispositifs qui s'appellent Territoire zéro chômeur de longue durée. Et dans la région, dans le département des Puy-de-Dôme, on a un exemple qui se met en place. C'est pas encore fait, parce que c'est sur appel d'offres, mais ils ont répondu, c'est la ville de Thiers. On a été présents l'autre jour à Thiers, parce qu'on soutenait ce genre d'initiative. On était invités, nous sommes allés à Thiers. Parce que c'est une initiative intéressante, ça permet aussi peut-être à des personnes au chômage de longue durée de pouvoir reprendre du travail. Il s'agit en fait de créer une entreprise, donc soit privée, soit publique, mais privée conventionnée par l'État, qui embaucherait des personnes à temps plein, en CDI, à partir de besoins qui ont été relatés au niveau local, des besoins recensés au niveau local. Donc c'est un travail, donc, disons, important. Voilà, donc il y a eu déjà des expérimentations qui ont été faites en France, et maintenant ils essayent de développer ça sur, je crois, sur 10 lieux différents. Donc Thiers, en effet, a répondu à l'appel d'offres. Il n'est pas forcément pris, parce qu'encore une fois, il y a pas mal de demandes aujourd'hui, mais s'il n'est pas pris cette fois, il sera pris peut-être après. Voilà, donc on soutient ce genre d'initiative, parce qu'aujourd'hui, on est bien sûr, comme l'a un petit peu dit Jean-Paul, bien sûr, il faudrait... Vous voyez qu'on est dans un système économique qui est capitaliste, hein, il faut employer le nom, il faut le dire, qui cherche avant tout le profit, et il faut y mettre un terme, ça, si on veut résoudre le problème du chômage. Oui. Oh, l'atmosphère est lourde, hein. Oh là là, ils l'ont plombé, l'ambiance. Oula. Je m'arrête. Oh, il pourra reprendre après, hein. Le conseil régional, ça forme un tribun, hein. Ah. Allô, quoi, t'es un chômeur et t'es pas capable de trouver du travail? Mais allô, quoi? Oui, allô, ici votre conseiller emploi, je regarde votre fiche, oui, Pierrot, vous êtes docker, Clermont-Ferrand, pas très mobile. Eh bien, rassurez-vous, ici, à Pôle emploi, eh bien, on est là pour tout. Eh bien, on a trouvé quelque chose dans notre base de données, un emploi avoisinant. Dès demain, vous êtes attendu au dock du meuble. Voilà, Pierrot. Il n'est pas là? Non. Non, il n'est pas là, Valérie Giscard d'Estaing? Non? Non, parce que c'est vrai que Jean-Louis Pélingo n'est pas là non plus, mais Valérie Giscard d'Estaing, eh bien, il est quand même allé pas mal de fois voir son copain, Jean Bedel-Bokassa, en Centrafrique, et pas venir voir Jean-Louis Pélingo ici, alors qu'il est à quelques kilomètres d'ici. C'est quand même un comble, un scandale. Surtout Jean-Louis Pélingo, lui, eh bien, il a des diamants d'humanité dans le cœur, voilà. Donc, ça méritait d'être dit. Bravo. C'est vrai, on peut applaudir. Alors, cette soirée, vous savez, ça a été rappelé, hein, je crois que Guy Dumoulin l'a dit, hein, sous le patronage de Pôle emploi et de Nabila. Tout le monde a son billet parce qu'il y a un gros lot qui va être tiré dans pas très très longtemps. Et Pôle emploi ne recule devant rien. Voilà, il est prêt à y mettre le prix. Enfin, n'exagérons rien quand même. Hein. Alors, oui, je vais terminer parce que je vois, c'est Maxime Le Forestier. Je ne sais pas si vous le connaissez. Eh ben, il avait fait pas mal de chansons dans une époque un peu comme aujourd'hui aussi, hein, où ça chauffait et tout. Et puis il m'a dit, Maxime Le Forestier, eh ben, j'ai changé un peu les paroles d'une chanson, faut l'actualiser, voilà. Parce qu'il s'est passé, là c'est plus que 30 ans, hein, c'est combien? Presque 50 maintenant. Moi je sais pas chanter, hein, alors je vous le lis. Hein. Jean Paul sait chanter. Alors, c'est une maison accrochée à l'Élysée. On peut aussi y venir à pied. Ceux qui vivent là ont jeté le code du travail. Manuel, Myriam, Emmanuel, attendez-moi!
Je pense qu'on a assez parlé maintenant, et maintenant c'est à vous de parler. Je voudrais quand même reprendre un petit peu une chose que tu as dite, parce que tu es sous influence des médias. En fait, l'UNEDIC n'est pas en déficit. L'UNEDIC, il faut rappeler, c'est une assurance chômage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cotisent à une assurance, et s'ils tombent au chômage, ils sont indemnisés. Si votre maison brûle, si vous avez pris une assurance, ben vous espérez qu'on va vous la reconstruire. Si vous avez pris une assurance vie, ben vous espérez que, bon, si vous mourrez, vous ne l'aurez pas, mais vos descendants, vous allez transmettre du patrimoine, normalement, vous allez la retrouver. Donc, il serait logique que les personnes qui ont cotisé à cette assurance chômage retrouvent la quasi-intégralité des fonds qui ont été versés. Or, l'UNEDIC aujourd'hui, elle est en déficit parce que le gouvernement, quand il a créé Pôle emploi, il a décidé qu'il allait piquer une partie pour financer Pôle emploi. Et le déficit de l'UNEDIC aujourd'hui, il est là. Il est en partie pour financer Pôle emploi. Et sinon, les comptes de l'UNEDIC, ils sont à l'équilibre. Malgré qu'il n'y ait pas eu d'augmentation de cotisation, mais il y a eu une diminution de l'indemnisation des chômeurs. Donc c'est une chose qu'il faut quand même rappeler, mais et qui effectivement, dans les circonstances actuelles, augmente la dette. Et augmente la dette de la France aussi. Et c'est pour ça que, quand on entend parler des négociations chômage qui devraient avoir lieu, mais qui sont bloquées par le MEDEF en ce moment parce que il veut que les festivals d'été aient lieu, et puis il veut surtout faire le moins de vagues possible pendant les manifestations contre la loi précarité de Madame El Khomri. Eh bien, ces négociations, elles vont encore baisser le taux du chômage. Les indemnités du chômage, c'est sûr, on l'entend à longueur de journée sur les radios. Les chômeurs et le chômage, c'est devenu un marronnier dans les journaux télévisés. C'est un marronnier, c'est quelque chose qui revient tous les ans. Il y a une chose, juste, je vais vous rappeler. Quand le gouvernement était empêtré dans la déchéance de nationalité, notre ministre député Le Foll, là, qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé mieux? Il ne savait plus quoi dire sur la déchéance de nationalité. On tape un coup sur les chômeurs, parce que ça, alors là, ça c'est efficace, et les médias, ils reprennent à tous les coups. Et à chaque fois qu'il y a un problème, le gouvernement est en difficulté, que les hommes politiques sont en difficulté, on tape sur les chômeurs et on leur tape dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc maintenant, on peut répondre à vos questions.